Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Lanoraie pour visiter le vignoble et puis la distillerie Caron. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour Sarah, ça va bien? Oui, merci à vous, Patrick. Oui. Fait que toi, tu es la femme de M. Caron, le nom du vignoble, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et puis, tu as un bel accent. Je suis vraiment exotique. Je suis tête carrée anglophone de Montréal, mariée dans une famille italienne, établie avec un vignoble à Lanoraie, en Lanaudière. Puis, tu as eu des cours de français par un Parisien. Oui, exactement ça, juste pour être plus difficile. Donc, aujourd'hui, bien, c'est ça, on va commencer par parler du vignoble, parce qu'avant d'être une distillerie, vous étiez le vignoble. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Lanoraie? Mais Lanoraie, la terre ici, c'est à peu près 15 acres. C'était acheté par mes beaux-parents dans les années 80. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait à peu près une copie-colle de qu'est-ce qu'il existe dans leur cours, comme des bons Italiens à Montréal. So, à ce moment, j'ai déjà eu 5 acres des aubergines, des tomates, mais il y a toujours une petite plantation des vignes. Un an après l'autre, on a augmenté le vignoble, la plantation des vignes ici. Et maintenant, bien, en 95, mon mari a pris ça en charge, en main, pour vraiment transformer un vignoble. Et en 2005, on a eu notre permis de production de vin artisanal. On a maintenant toutes les 15 acres plantés et en production. On était la première vignoble au Québec de commercialiser le raisin Pinot Noir. Et on a à peu près un tiers de notre vignoble maintenant planté en Pinot Noir. Le Pinot Noir, bien, il ne pousserait pas partout au Québec, mais vous, c'est parce que vous êtes vraiment proche du fleuve, fait que ça donne un microclimat qui aide pour ça. Bien, est-ce qu'il faut quand même les buter, les enterrer l'hiver? Oui, moi, j'ai toujours dit que les microclimats maintenant sont devenus un petit peu un terme marketing. Pour nous, j'ai toujours dit qu'on était chanceuse. La réalité, c'est qu'on a une terre sablonneuse. Ça aide à vraiment chauffer durant l'été. Et aussi, on peut déplacer la terre, embouter la terre, les vignes aux terres aussi, chaque hiver. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est durant l'hiver. Nous, on a beaucoup de neige ici et tôt. Un hiver comme ceci, je peux dire qu'avec tous les jours de moins 20, on va voir qu'est-ce qui reste et on va probablement besoin de faire une reformation des troncs et de faire la taille un petit peu plus agressive pour repousser pas mal des vignes. Ben, c'est ça, quand on se bat, pas contre la nature, mais on est quand même victime de ce qui se passe dehors. On vit avec, là, fait que ben, bravo. En SEQ, on trouve déjà plusieurs de vos vins. Puis, est-ce qu'ils sont tous en SEQ? Non, ils ne sont pas tous en SAQ. Ça fait un petit peu de temps. Avant, on a travaillé beaucoup avec la SAQ, mais avec la demande de nos clients directs au vignoble et aux distilleries, on a décidé de garder un petit peu plus de stock chez nous pour nos clients. C'est vraiment de regarder sur saq.com pour voir qu'est-ce qui est disponible et où. Parfait. Et puis là, depuis quelques années, vous distillez aussi, vous êtes rendu distillerie artisanale, encore dans la tradition italienne, j'imagine. Puis on va parler aussi un peu plus tard de la tradition de ta famille à toi, là, de ton grand-père. Mais comment ça s'est passé, l'idée de dire, ben, on pourrait aussi distiller? Mais certainement, comme j'ai dit, nous sommes en base une famille italienne. À ce moment, j'ai toujours connu qu'on va faire notre sauce de tomate, on va faire nos saucisses nous-mêmes, on va faire nos vins nous-mêmes. Et dans une façon un petit peu continent, on a fait les distillations. Comme les Italiens, toujours un petit peu de grappa, tu es capable de trouver dans des sous-sols en Est de Montréal. Donc, mon beau-père a toujours fait un petit peu de ça. Nous, on appelle ça plutôt firewater, que lui, il a créé. Mon mari, si tu dis que il ne peut pas faire quelque chose, il va le faire. À ce moment, il a commencé ses recherches de qu'est-ce qu'on peut faire ici au Québec
En termes de distillation, spécifiquement, nous, on a regardé à utiliser des blancs, mais aussi les pinots noirs et les raisins rouges pour faire des distillations, pour voir c'est quoi les différences, c'est quoi la meilleure façon, le meilleur pot, est-ce que c'est un pot still, est-ce que c'est tel style de alambic, toute gamme des recherches et c'est de là où ça a vraiment commencé. So, nous étions la première vignoble qui a créé comme des gins à base 100% de nos raisins. So, nous, on a toujours dit en anglais, on dit from vine, de vigne au verre. Et aussi en anglais, on dit from field to flask. So, de nous, de nos raisins, de nos terres, à notre vin, à notre produits distillés, des spiritueux. Donc, tu as dit que vous avez fait beaucoup de recherches sur quel raisin utiliser, quel type d'alambic. Votre choix d'alambic s'est arrêté sur... Certainement, notre alambic, c'est une création d'Anthony Caron. Presque tout l'équipement que tu trouves ici sont 100% customisés par mon mari. Comme j'ai dit, un petit peu de OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Donc, mon mari, on veut savoir c'est quoi les avantages qu'on a dans nos raisins, nos vins, nos spiritueux et sont quoi les désavantages. Donc, un exemple, c'est toute notre cuve sont plus, pour le vin, pour les vins que c'est un petit peu plus acidique que d'habitude, les raisins, on a des étés vraiment courts, sont plus larges que hauts, juste pour maximiser le contact. So, avec notre alambic, qu'est-ce qu'on a créé? C'est un hybride, une hybride de un pot still et avec le colonne. So, c'est tout A à Z customisé avec, par lui, avec des ingénieurs pour le construire. So, on a utilisé les deux. Vous l'avez fait fabriquer où? Un coup que son idée est faite, là? C'est où le producteur? C'était en États-Unis. OK. Puis, ben, on va commencer tout de suite avec ton premier. C'est l'eau-de-vie de raisin Utica, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Utica veut dire, c'est le nom de le sédiment qu'on trouve dans les tourbières de l'Anorée. So, les tourbières de l'Anorée sont connues, ça c'est notre filtration de l'eau naturelle qu'on utilise dans tous nos produits distillés et Utica, c'est exactement le nom de sédiment. Eau-de-vie de raisin, c'est un mix de tous vos raisins. C'est comment que vous êtes parti pour la base? So, celui-ci que vous êtes en train de déguster sont tous dans notre lot numéro 3 de chaque des produits. Puis ça, c'est 100% Pinot Noir. OK. Donc, un eau-de-vie 100% Pinot Noir. Et puis, c'est quoi la différence entre le Utica, celui-là, et puis l'eau de feu de ton beau-père? Tu n'es pas aveugle après. Tu ne sors pas sur 4 pattes. Puis certainement, mon mari utilise uniquement vraiment le meilleur. On s'entend que les Italiens l'utilisent comme vraiment des styles de moonshiner. Ils attendent avec l'eau qui rentre. Est-ce que c'est cloudy? Est-ce que c'est cloud? Nous, on utilise plutôt le silence qu'attendre le lune. Okay. Donc là, on tombe dans le professionnel plutôt que vraiment, chacun fait ça chez eux comme il peut, puis en espérant. Parce que ben, c'est vrai que même en France, on le trouve la goutte, la grappa, mais toutes les eaux de vie, de mort de raisin, des choses comme ça. Là, chacun en a un petit peu. Là. Fait que, on va déguster. C'est vraiment rond, smooth, c'est pas du tout brûlant. Là. C'est très beau. Déjà, l'arôme était sur le fruit. On s'entend que les eaux de vie, mais alors ça, j'en parle souvent dans le show. Au Québec, on est moins habitué. Avec toi, tu dois t'en rendre compte avec les clients qui passent, qui goûtent. Ce n'est pas le premier produit qu'ils vont te demander parce que justement, on est moins habitué, mais de plus en plus, les belles eaux de vie font leur place. Et puis, ben, je pense que ça va faire partie. Ouais. Merci. Je trouve que beaucoup de personnes pensent qu'un eau de vie, ça veut être similaire à une vodka ou une style comme ça. So, pour les clients, quand on parle certainement, c'est une base que tu peux utiliser dans le cocktail ou tel quel, sur glace. Mais c'est beaucoup, ben, à mon goût, à moi, c'est beaucoup mieux qu'une vodka parce que là, on a encore des arômes, on a encore, tu sais, ça dit eau de vie, mais c'est la vie du vignoble qui a passé à travers ça. C'est pas juste de l'alcool qui a monté à 95-16 % puis coupé avec de l'eau. On a encore de la matière. C'est vraiment très beau. Merci. Oui, c'est vraiment floral, le côté de fruits.
Puis ça, c'est notre base pour toutes les autres spiritueux que nous on fait. Et puis, quand tu fais tes autres spiritueux, est-ce que tu le prends lui tel quel puis tu le retravailles ou tu redistilles encore plus haut? Non, on utilise le Utica comme la base, puis après, on aromatise avec des différents additifs. Donc, très différent sûrement de l'eau de feu, comme tu disais, parce que malgré que j'essaie de trouver le pourcentage dessus. 39. Ça, 39, il n'est pas brûlant du tout. Ah, ouais, on le voit là. Fait que c'est vraiment onctueux, c'est pas sucré, c'est juste de l'alcool puis de l'eau. L'eau que tu utilises après pour le redescendre à 39, c'est l'eau de la Norée que tu parlais, là, qui vient avec les tourbières et tout? Oui, c'est exactement ça. Tout est analysé chaque fois avant qu'on fait un mélange ou une réduction d'alcool. Et c'est vraiment drôle, mais un sondage que j'ai vu de le village a demandé pourquoi tu as déménagé à la Norée. Une des raisons était l'eau, pour l'eau. Nous, on a déjà eu des maisons en ville, puis on rapporte l'eau de la Norée en ville, juste parce que c'est quelque chose d'incroyable. So, nous sommes contents de vraiment utiliser notre eau ici. Et puis, on l'a souvent répété, c'est que si tu as 39 d'alcool, tu as 61 d'eau. Fait que l'eau joue vraiment un rôle important là, dans le produit final. Là. Certainement. Fait que c'est sûr que tu le montes, est-ce que tu le sais, tu montes jusqu'à combien d'alcool avant de redescendre avec l'eau? Je sais que normalement, notre alambic, ça peut être entre 85 à 93, on peut aller. Ça dépend de chaque lot. Ça, mais tu ne le montes pas justement tout le temps à 95 puis enlever tout. Fait que dans l'eau qu'il y a dedans, il reste un petit peu de, pas jus de raisin, mais il y a de l'eau qui vient du raisin là, qui passe à travers. Exactement ça. Puis là, tu en as parlé, tu te sers de ça comme base. On va aller sur le breton. Il a été classé dans le Journal de Montréal à travers les rhums québécois, mais ce n'est pas un rhum parce que c'est de l'eau de vie de raisin, ce n'est pas de l'eau de vie de canne à sucre. On va en parler. D'où vous est venue l'idée de faire un Ogo comme ça? Donc, la première chose, c'est que Brereton, c'est le prénom de mon grand-père. Mon grand-père, dans les années de prohibition, était l'ouest de Montréal et il était fait la route de contrebande. Ça, c'est comment il était capable de supporter son famille. Il est de Vancouver jusqu'au Mexique et retourne tout dans les États-Unis pour faire la livraison de rhum. Et c'est dans ce temps-là où il a vraiment créé un petit recette de rhum. Nous, on est basé sur ça et son histoire de contrebande de créer notre rhum. Certainement, on prend notre eau de vie, Utica, puis on fait l'aromatiser avec des différentes épices, des épices que nous, on a ici, qu'on utilise nous-mêmes et on fait pousser nous-mêmes. C'est la même chose avec notre gin. On utilise des épices que nous-mêmes, on fait pousser ici, en assemblant avec des autres ingrédients d'ailleurs aussi. Wow! Fait que là, je vais ouvrir la bouteille pour la première fois, puis on va découvrir ça. Est-ce que tu veux tout de suite nous dire quel genre d'épices que tu utilises, sans dire tous les secrets, là, mais qu'est-ce qui pousse chez vous et que tu utilises? Mais nous, c'est vraiment des différentes trucs comme des stevia on utilise pour avoir un petit peu plus de sucre dedans. Certainement, on n'est pas capable encore de pousser toutes les épices d'ici, mais on essaie de travailler le plus tôt possible avec dans tous nos produits, avec des différentes fermes qui utilisent et font pousser des épices et des herbes. Mais elles sont plutôt plus traditionnelles. Et puis, avant d'y goûter, à quoi je peux m'attendre comme goût, comme arôme, là, tu es parti sur une base de rhum épicé que ton grand-père faisait. Mais si tu me le décris, le produit là aujourd'hui, à quoi je m'attends? Mais pour moi, qu'est-ce que j'aime, c'est le côté un petit peu vanillé, caramélisé, caramel brûlé, mais c'est pas sucré. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. C'était vraiment, on ne créait pas un caramel brûlé sucré au bout avec sirop d'érable. Tu vas voir que c'est bien balancé. Tu peux utiliser dans des cocktails, dans un simple rum and coke, on peut dire, mais aussi juste sur glace, c'est vraiment rafraîchissant. Et puis la couleur vient de la macération des épices avec le petit caramel et tout, ou est-ce qu'il y a du vieillissement en barrique aussi?
Ils ont des vieillissements avec chêne, pas en barrique, OK. mais avec les copeaux de chêne, les mêmes styles de copeaux qu'on utilise pour faire quelques-uns de nos vins. Ouais, moi, j'aime ça. Merci. T'as raison, c'est pas sucré, Non. mais le côté caramel, vanille, le bois, on le goûte quand même, là. Mais ça fait un bel équilibre. Ça rajoute beaucoup de personnalité à Utica, là. C'est complètement un autre produit. C'est très agréable. Ça s'approche vers un rhum, mais comme tu dis, on ne peut pas l'appeler un rhum parce qu'il n'y a pas de canne à sucre du tout, là. Non, on n'est pas capable de pousser ça ici encore. Et puis, c'est un Ogo traditionnel, patrimonial. Est-ce que tu veux décrire c'est quoi un Ogo? Mais un ogo, c'est une expression qu'ils utilisent dans des vieilles rhums pour dire un haut goût. Beaucoup de fois, ils ont fait dans les Caraïbes des rhums qui ont beaucoup de sédiments, ils ne sont pas filtrés, ils ont des différences. Chaque producteur artisanal, vraiment style garagiste, a leur petite recette privée. C'est exactement ça qu'on utilisait, mais basé sur les recettes de mon grand-père. Okay, pour ceux qui sont en vidéo, vous allez pouvoir voir un peu la couleur que ça donne. C'est vraiment une belle teinte foncée. Puis, une étiquette quand même assez sobre. Et puis, un rappel à la marine, rhum et tout ça sur l'étiquette. Fait que bel job. Et puis, le copeau de chêne que vous utilisez, c'est quand même très toasté. On utilise des chênes français moyennement toastés. Okay. On a fait beaucoup d'expérimentations avec toute gamme de différentes, mais c'est la même chose qu'on fait des fois avec nos vins. On utilise, à part de le vin dans le chêne, on met le chêne dans le vin. Ça, c'est exactement le même de processus qu'on utilise pour nos spiritueux. Et puis, votre production, si on compare, là, vous avez comme 3 produits distillés. Quelle partie de la production va au Brereton? Oh, c'est petit. La plus grosse production, c'est sur notre gin. Présentement, on s'entend qu'au Québec, ça, c'est vraiment quelque chose qui est populaire. Le rhum commence à être plus et plus populaire. J'ai des clients fidèles, mais notre production, c'est vraiment petit de tous nos produits. Un exemple, c'est présentement aujourd'hui, nous sommes Saint-Valentin, le 14 février. J'ai une coupe, peut-être une vingtaine de caisses qui me restent de mon 3e lot de gin et j'ai probablement entre 5 à 10 de Utica et de Brereton. Ça, c'est certainement, on passe jusqu'après les temps de fête aussi, mais nous, on fait probablement, chaque lot, c'est à peu près 60 caisses totales. OK. Et puis, pour l'instant, tous vos produits distillés, c'est seulement en vente chez vous, c'est ça? Uniquement chez nous, oui. Parfait. Et puis là, tu viens d'en parler. Le plus populaire, celui qui sort le plus, c'est le Black Raven, votre dry gin de la Noret. Notre Black Raven Gin, qu'est-ce qui est unique avec celui-ci? C'est vraiment qu'on utilise notre Utica avec des différents grains, des herbes, des grains de coriandre, des citrons actuellement poussés au Québec, tout ici à La Noret ou à Montréal chez ma belle-mère. C'est elle qui fait pousser des citrons, des oranges, même des grains de café. On utilise toute gamme de différentes épices domestiques, locales et aussi des internationales aussi. Et puis, d'un lot à l'autre, c'est toujours la même recette? On essaye de toujours garder la même recette. Des fois, on fait un petit peu des mélanges basés sur le Utica, juste parce que, comme tu as dit en avant, le Utica, il y a beaucoup de différents arômes déjà dedans. Des fois, on a besoin d'ajuster, mais on essaie d'être fidèle à notre recette originale. Mais c'est quand même ça qui est le fun de l'artisanal, c'est que ça peut varier un petit peu d'un lot à l'autre, puis c'est normal. C'est surtout, là, vous partez d'une autre vie faite maison, chez vous. Fait que c'est pas partir d'un alcool neutre de grain qui arrive avec tout le temps le pas de goût. Fait que là, vous rajoutez, mais là, il faut s'ajuster, comme tu as dit. Black Raven a nommé quand même beaucoup d'arômes qui viennent dedans. Je vois, il y a quand même une petite teinte. Ça se peut-tu comparer au Utica? Mais certainement, en termes de la couleur, ça vient des les agrumes, les produits agrumes qu'on utilise dedans.
et c'est 100% basé sur l'Utica. Là, ça donne complètement une autre vie au Utica. C'est très frais. Fait que, on est vraiment sur le dry gin. Là. Fait que c'est pas sucré. Ouais, et puis, en quantité de baie de Genièvre, ça doit être quand même un petit comparé à ce que tu rajoutes comme coriandre, les agrumes et tout. Oui, c'est exactement ça. Au nez, là, c'est vraiment des belles épices, puis c'est frais, comme je disais. Là. Dry gin, mais vu qu'on parle du Utica qui est riche, rond, ça fait quasiment une impression de sucre, mais c'est pas sucré, là, mais ça englobe la bouche. C'est vraiment des belles épices. Très, très agréable, ça aussi. Fait que ça vaut le détour d'aller vous voir. Là. Merci beaucoup. Nous sommes contentes, mais une des choses, c'est qu'on sait dans le vin et on sait dans les spiritueux, tu peux avoir des taux d'alcool élevés, mais comment est-ce que ça va balancer en bouche? So, c'est la même chose, le même processus pour nous. Tu peux avoir un vin avec un petit peu plus d'acidité, mais tu peux avoir de l'alcool qui va contrebalancer. So, c'est exactement ça, la même chose en termes de nos gins, c'est que tu vas avoir la perception d'être un petit peu plus sucré à cause qu'on utilise des différentes notes des agrumes mélangées avec des différentes épices et aussi le taux d'alcool. Ouais, bel job. C'est vraiment un bel équilibre. Puis, sûrement qu'un jour, je vais rencontrer ton mari aussi, mais on voit la passion en arrière qui fait qu'il travaille beaucoup sur son produit jusqu'à temps d'arriver à le résultat final qui est satisfaisant et qui plaît à sûrement tout le monde qui passe vous voir. Là. Mais merci. Mais nous, on travaille vraiment fort en termes de recherche-développement, de boire des produits des autres distilleries, mais aussi sur nos produits aussi. Si nous ne sommes pas 100% contentes avec le produit, on ne va pas le mettre sur le marché. Puis ça, c'est le fun aussi avec les distillations. On redistille, on recommence. Ça, c'est pour nous, c'est fun le côté de production, mais aussi en termes de la commercialisation. Moi, je suis une fille de marketing, ça c'est toujours fun de voir qu'est-ce qu'on peut créer, où est-ce qu'on peut pousser les limites. Mais là, tu viens d'en parler. S'il y a une batch de gin qui n'est pas à votre goût, tu dis que tu pourrais effacer les arômes, leur partir quasiment à zéro, fait que tu leur montes à 95% d'alcool, puis les arômes du gin vont être quasiment tous disparus, puis tu peux refaire une batch de gin, c'est ça? On peut faire ça, ou aussi si on trouve je vais donner un exemple, on a créé un rum qui était un petit peu plus trop cannelle pour nous, pour être comparable à l'eau en avant. So, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouveau produit pour une édition limitée privée. So, si quelque chose, on s'entend qu'on est artisanal, ça ne va pas être comme créer un Coca-Cola chaque fois. So, si c'est un petit peu trop en hors de le profil de ce produit, on va recréer un nouveau marque ou un nouveau produit eux-mêmes. OK. Oui, c'est ça. Tu peux l'appeler, justement, tu peux changer de nom un petit peu puis dire, ben, cette batch-là, c'était le Fire parce qu'il est cannelle. Oui. Mais c'est exactement la même chose avec les vins. On est toujours production artisanale. Ça, c'est le fun aussi. Puis la matière première change. Regarde, cet hiver, on a moins 30 pour une semaine. L'été passé, c'était plus 40 et sec. Sur la qualité et la paramètre chimique de les raisins eux-mêmes, la matière première va changer d'une année à l'autre. Puis ça, c'est pour nous, ça, c'est le fun aussi, parce que c'est vraiment un bel mélange de la nature et aussi de la science. Je viens de goûter à tes trois. Est-ce que vous travaillez sur déjà un autre produit que vous pensez mettre en vente un jour ou vous vous concentrez sur ces trois-là là, pour les prochaines années? Je suis une fille de marketing. J'ai toujours des nouveaux produits que je veux sortir. C'est vraiment cet été, on va essayer de sortir des nouveaux arômes basés sur Utica encore. Présentement, j'ai un congélateur plein de bleuets de l'Anoré. Nous sommes connus pour nos petits fruits et les asperges, mais je ne suis pas prête à faire un spiritueux à base des asperges maintenant. On a besoin de faire attention parce que nos matières premières ont besoin d'être raisins. So, c'est toujours de trouver une balance avec des autres
produits, des fruits de la région. Moi, je travaille avec des autres producteurs, des petits fruits qui ont peut-être trop une année ou des choses comme ça, d'essayer de faire des nouveaux assemblages, des nouveaux produits, de vraiment bénéficier toute la région et donner un petit peu de notoriété à la Norée. Juste pour les auditeurs, quand on a un permis industriel, même si on est tout petit, on a le droit d'utiliser n'importe quelle matière première autour. Mais vu vous êtes artisanal, là, il faut absolument utiliser vos raisins, puis même ceux qui utilisent, mettons, leur miel, il faut que le miel soit récolté dans la distillerie. Tu ne peux pas avoir ton miel récolté au rucher ou à la place où ils récoltent le miel, puis le transporter en pot chez vous, ça ne marche pas. Donc, toi, tu disais, juste ton alcool, il faut qu'elle soit 100% raisin, mais est-ce que tu vas avoir le droit d'utiliser, faire une liqueur de bleuet, rajouter des bleuets dans ton eau de vie de raisin? Mon alambic, c'est 100% pour les raisins. Le raisin est vin. Après, je peux aromatiser avec des produits non alcoolisés. C'est ça, fait que tu peux faire une macération de bleuet dans ton Utica, puis après faire une liqueur de bleuet à partir de tout ça, le vendre directement sans redistiller. Oui, exactement ça. Ouais. Okay. Aussi, vous avez votre site web qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a en vente chez vous, en apprendre un petit peu plus. Avez-vous un Facebook qu'on peut s'abonner puis vous suivre, les prochains lots, les choses comme ça? Oui, puis nous, qu'est-ce qu'on fait avec tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et on donne toujours un bon 2 semaines de pré-achat et réservation de tous nos produits vins et spiritueux à eux avant qu'on lance en public. Parce que comme vous savez, on ne peut pas shipper de l'alcool, mais vous pouvez la pré-acheter puis passer la chercher chez eux. Donc, c'est ça, 2 semaines d'avance. Donc, allez tout de suite vous abonner à leur Facebook pour être au courant des prochains relâchements, pour pouvoir mettre la main dessus. Parce que, comme elle a dit, il y a une 60aine de caisses seulement par lot, chaque fois qu'ils en font un. Puis vous ne distillez pas souvent dans l'année parce que déjà, le vignoble, c'est beaucoup de travail. Tu as des petits-enfants aussi. Donc, tout ça ensemble fait que l'alambic, elle roule quelques fois par année, mais pas non-stop. Là. Non, nous ne sommes pas industriels du tout. Non, nous, on va dire de mars au novembre, nous sommes dans le vignoble. Okay. Donc, juste de novembre, décembre à février, là, tu peux distiller, faire tes choses. Donc, si vous voulez prévoir même pour Noël prochain, peut-être qu'il n'y en aura plus, fait que dépêchez-vous d'aller tout de suite. 3 beaux produits qui valent le détour. Je pense à Luc Beauchesne qui aime visiter les distilleries. Ça va être le temps de nous faire ton compte rendu, mais que tu aies goûté à tout ça. Merci, Luc. Et puis, un gros merci à toi, Sarah. C'est très agréable comme rencontre ce matin de voir la passion d'un couple comme ça, italo-américain, puis voir la famille qui se transpose à travers les produits. Là. Ça donne le goût aussi de goûter à vos vins que je ne connais pas encore. Mais merci pour l'entrevue. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.